Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour le grand invité d'ici l'Europe. Et notre invité cette semaine est d'ailleurs un économiste de haut vol qui s'est longtemps penché sur la complexité des crises économiques. Oui, après avoir dirigé le think tank européen Bruegel, il vient d'être nommé par le président français commissaire à la stratégie et à la prospective, en clair, l'ancien commissariat au plan. Il est chargé de proposer des réformes à long terme pour la France. Jean Pisani-Ferry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi ces dernières passes d'armes entre Commission européenne et France. En tant que spectateur, amusé ou inquiet? Plutôt inquiet. Plutôt inquiet. C'est pas que... Bon, bien sûr, il y a le côté un peu vif de ces échanges, polémiques, mais je pense que sur le fond, c'est tout de même inquiétant. Je crois que ce qui se passe, c'est que, au-delà des personnes, on a donné à l'Union européenne un rôle de gendarme. Elle joue ce rôle de gendarme et donc inévitablement ça change profondément la relation qu'elle a avec les États, avec les opinions. Il y a 10 ou 20 ans, l'Union européenne, c'était celle qui apportait du soutien, celle qui promettait de la croissance. Aujourd'hui, c'est le gendarme qui nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut réduire les déficits, il faut faire des réformes. Et donc ça crée politiquement, et on en voit les effets dans un certain nombre de pays, c'est loin d'être le cas de la France exclusivement, et c'est même pas du tout le cas de la France où c'est le plus vif, ça crée inévitablement des tensions. Et elle est légitime, cette commission, dans ce rôle de gendarme ? Alors je crois qu'elle est légitime à partir du moment où certaines politiques, où l'absence de certaines politiques crée une menace pour les pays partenaires. Ce qu'on a vu dans la crise de la zone euro, c'est que des problèmes d'instabilité financière, des problèmes de finances publiques, des problèmes de manque de compétitivité dans certains pays pouvaient se traduire par une crise générale. Et cette crise générale allait appeler de l'assistance de la part des pays partenaires. Donc, si on rétropédale et qu'on se dit comment éviter ça, je crois qu'on est légitime de dire à un pays, attention, il y a un certain nombre de choses que vous devez faire, parce que sinon vous allez vous mettre dans une situation qui va créer un problème pour tout le monde. Ça, c'est parfaitement légitime. Même si ce n'est pas un rôle agréable, même si ça crée pour la Commission, effectivement, une perception, pour l'Union en général, ça va créer une perception de gendarme. Mais c'est légitime. Ça a été agréé par traité, tous les 6 mois, elle a le droit de regard sur les... Oui, mais ce n'est pas simplement la question du traité, c'est la question de savoir est-ce qu'il y a derrière quelque chose de fond. Si vous voulez. Ce qu'on a appris dans cette crise, c'est que ça pouvait être extrêmement grave pour tout le monde. Ce qui s'est passé en Grèce a été extrêmement grave pour tout le monde. Et demain, on va probablement devoir abandonner une partie des créances qu'on a sur la Grèce. Ça veut dire que s'il va y avoir un coût pour les contribuables des autres pays européens. Donc ce ne sont pas des choses si vous voulez, qu'on peut prendre à la légère. Inévitablement, on est obligé de se dire voilà, comment on évite ce genre de situation. Donc il me semble que c'est légitime. Maintenant, ce qui est légitime, c'est de se centrer là-dessus. Il faudrait avoir une ligne rouge ou une ligne jaune à ne pas franchir, disant n'allons pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la stabilité de l'ensemble, pour la prospérité de l'ensemble. N'ayons pas la tentation que l'Union européenne rentre dans les détails de ce qu'il faut faire. Et José-Manuel Barroso l'a franchi, cette ligne rouge, jaune, comme vous l'appelez? Écoutez, cette ligne, elle a été, il me semble que c'était le débat sur les retraites. C'est-à-dire, autant il me semble parfaitement juste que la Commission dise vous avez un problème de retraite, vous devez le régler. Vous avez un problème de financement de vos retraites. Et si vous ne réglez pas le problème de financement de votre retraite, à terme, vous créez un problème, vous nous créez à tous un problème de finances publiques et donc de stabilité. Autant le fait de savoir si ça doit passer par un allongement de la durée de cotisation, par l'âge légal, par des mesures sur le niveau des prestations, par des mesures de cotisation, ça, c'est pas du domaine de l'Union européenne, c'est un choix national. Donc il me semble... C'était une maladresse, donc. Dire vous avez un problème de retraite, vous devez le régler, ça, absolument d'accord. Dire vous devez le régler comme ça, c'est autre chose. Alors on a beaucoup aussi, bien sûr, parlé de l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. La France avait obtenu que les biens culturels soient exclus du mandat de négociation. On a l'impression que la Commission voudrait le faire revenir par la petite porte et aborder ces sujets. Est-ce qu'elle a le droit de faire revenir ce débat par la petite porte ? Il y a un mandat de négociation qui est donné. La Commission représente
l'Union européenne dans les négociations commerciales. Ça a toujours été comme ça, et c'est une bonne chose. Elle le fait sur la base d'un mandat de négociation. Donc les États lui donnent un mandat de négociation. Ensuite, elle a la liberté de négocier à l'intérieur de son mandat. Donc si le mandat exclut les biens culturels, le mandat exclut les biens culturels. Est-ce que, juste sur le fond de la négociation, destinée à harmoniser finalement nos normes avec les Américains, il n'y a pas un risque général, global, sur tous les sujets, de faire baisser nos normes européennes très fortes en matière de sécurité alimentaire, d'environnement, de modèle social? Est-ce qu'on a vraiment à gagner à cet accord, ou est-ce qu'il est bon à jeter tout entier? C'est une vieille histoire, cet accord. Hein. C'est un vieux fantasme que de créer une zone de libre-échange euro-américaine. Bon, maintenant, ce qui a changé, c'est que les États-Unis négocient avec l'Asie, hein, ont une initiative dans ce domaine avec l'Asie. Et en fait, le grand absent, mais celui qui compte dans l'affaire, c'est la Chine. C'est-à-dire, c'est l'idée de savoir est-ce qu'on peut créer une alliance euro-américaine qui sont aujourd'hui les grands normalisateurs du monde, hein, c'est-à-dire c'est les normes internationales, elles ont encore largement fabriqué en Europe et aux États-Unis, mais la Chine est en train de monter, et il y a une espèce de volonté de coalition pour acquérir une capacité, accroître la capacité normative et finalement gagner un peu de temps et continuer encore un peu de temps à être les normalisateurs du monde. Ça veut dire qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses, même si dans certains domaines, par exemple les télécoms, c'est clair que les Chinois vont être ceux qui fixeront les normes pour la prochaine génération. Parce que maintenant, normaliser par le haut ou par le bas? Parce que la question c'est ça, c'est les OGM dans nos assiettes, le bœuf aux hormones. Alors la question c'est sur quoi on peut se mettre d'accord avec les États-Unis. Je pense que sur les OGM on ne peut pas se mettre d'accord, parce que les Européens et les Américains ont des préférences extrêmement différentes. Hein, les opinions réagissent de manière extrêmement différente. Sur les règles financières, ça va être très difficile. Parce que finalement, les règles financières, c'est savoir comment on répartit les pertes, quel risque on prend, etc. Ce sont des choses dont maintenant les parlements sont saisis, et donc ça devient très, très politisé. Donc il y a une série de domaines. Alors c'est plus facile de se mettre sur les standards techniques dans tel ou tel domaine sur lequel il n'y a pas d'enjeu politique, il n'y a pas d'enjeu d'opinion. Là, on peut se mettre d'accord. Mais sur ces grands sujets, effectivement, du type normes financières, normes comptables, où on est revenu en arrière à partir d'une situation d'harmonisation, et OGM, ça me paraît extrêmement difficile. Mais la principale question est de savoir si cet accord va ramener de la croissance à l'Europe. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Je pense que ces accords peuvent avoir des effets favorables dans le long terme, mais ce ne sont jamais des instruments de croissance, même si on essaye toujours de les vendre en disant que ça va créer beaucoup de croissance. Non, en revanche, je pense que la question de savoir qui fixe les normes dans le monde, quelle est la stratégie de l'Europe par rapport à ça, de quelle manière est-ce qu'elle essaye de rester une puissance qui influe sur la fixation des normes dans le monde, ça c'est un sujet extrêmement important, parce que ces normes, ça traduit des préférences collectives. Et revenons au président de la Commission, José Manuel Barroso. Est-ce que vous le soupçonnez de vouloir à tout prix un accord avec Washington pour finalement préparer son avenir? On le dit très intéressé par un poste à la tête de l'OTAN ou à l'ONU. Écoutez, ça, j'en sais rien. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une partie des Européens qui ont toujours été très favorables à ces accords transatlantiques. Bon, c'est une ligne de partage. Oui, c'est une ligne de partage qui est assez classique. On trouve les Néerlandais, on trouve les Britanniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que les Allemands sont aujourd'hui beaucoup plus favorables à cet accord qu'ils ne l'étaient dans le passé. Ça c'est clair qu'il y a eu de ce point de vue-là une prise de position allemande qui compte. Alors, il y a un an tout juste, sous l'impulsion d'ailleurs de François Hollande, ont lancé l'Union européenne un pacte de croissance. Un an après, on en attend toujours les effets. Juste, qu'est-ce qui cloche exactement? Est-ce que la machine européenne est trop lourde et incapable de distribuer les fonds structurels? Le pacte de croissance, ça a été beaucoup d'éviter que, pour des raisons de bilan, pour des raisons de sa propre natation, la Banque européenne d'investissement réduise son volume de prêts. C'est-à-dire que ça a été... et donc c'est pour ça qu'on a recapitalisé la Banque européenne d'investissement, de manière à ce qu'elle puisse continuer à prêter. Aujourd'hui, elle prête à peu près autant qu'elle prêtait l'année dernière. Et si on n'avait pas apporté ce capital, elle devrait prêter moins parce que sinon elle aurait été dégradée. Enfin, et ça joue un tant soit peu sur la croissance? C'est-à-dire qu'on a évité de rajouter une contrainte sur le crédit de la BEI à tous les autres problèmes qu'on avait.
Bon, c'est une bonne chose, mais ça n'améliore pas l'existant. Pour le reste, je pense que la grande affaire de sommet d'il y a un an, ça n'a pas été le plan de croissance, ça a été l'union bancaire. Ça a été l'union bancaire sur laquelle la France avait mis son poids en faveur. Et dont on voit que peu à peu, elles se mettent en place. Bon, c'est un sujet extrêmement technique, mais il faut se rappeler qu'il y a un an exactement, en juin dernier, on était dans une situation de très grande tension dans la zone euro. Et on était dans une situation de très grande tension. Le cœur de cette affaire, c'était la mise en risque réciproque des banques et des États. Alors et justement, on a essayé un de casser accord. ça avec l'union bancaire. Un accord a été trouvé justement sur le sauvetage des banques. Est-ce que vous avez néanmoins l'impression que l'Allemagne, pour des raisons électorales, essaie de freiner un petit peu sur cette union bancaire? L'Allemagne est réticente à l'idée qu'on mutualise le risque bancaire, de la même manière qu'elle est réticente à l'idée qu'on mutualise le risque budgétaire. Alors, on s'est mis d'accord pour contrôler les banques au niveau européen. On s'est mis d'accord sur les règles pour l'organisation des situations de difficultés, de faillite des banques. On s'est mis d'accord pour que les États puissent, dans certaines limites, sur la base de certaines règles, apporter leur concours aux banques, recapitaliser les banques. Mais on n'a pas aujourd'hui un fonds commun pour recapitaliser les banques. Parce que Mme Merkel est en campagne un peu aussi ? En partie, oui. Pour septembre, pour les élections de septembre ? Oui, il y a les élections, mais il y a aussi cette réticence grande sur l'idée de mutualiser le risque. La perception en Allemagne, et qui n'est pas complètement illégitime, c'est toujours de dire, à la fin, on va nous demander de payer pour les autres. C'est aussi largement fondé sur l'expérience d'une unification allemande, dans laquelle l'Allemagne de l'Ouest a beaucoup payé pour l'Allemagne de l'Est. Et donc, il y a cette peur que, au fond, la solution à la crise de la vue des partenaires de l'Allemagne, c'est de demander à l'Allemagne de payer. Et donc, tout ce qui est mutualisation leur fait très peur. Mais je pense que c'est nécessaire en matière d'union bancaire, parce que tant qu'on ne va pas vers une mutualisation du coût du sauvetage des banques, si chaque État reste individuellement responsable, ça veut dire qu'un État dont les banques vont mal, le souverain, va très vite très mal. Va aller mal, et qu'un État où le souverain va mal, les banques vont être affaiblies. Alors, il y a eu une initiative néanmoins franco-allemande sur le chômage des jeunes. Il était au cœur du dernier sommet européen. L'Union européenne a budgété 6 milliards d'euros pour l'emploi de ces jeunes, 5,6 millions de jeunes au chômage en Europe. Est-ce que tous les pays doivent être traités à la même enseigne? Est-ce qu'il faut au contraire aider davantage, plus vite aussi, les pays du Sud les plus touchés? D'abord, c'est une initiative qui consiste à chercher dans le budget européen des fonds qui ne sont pas utilisés et les rassembler pour financer des actions pour le chômage des jeunes. 6 milliards sur la période des prochaines perspectives financières, ça représentait 150 € par chômeur et par an, par jeune chômeur et par an, c'est-à-dire quasiment rien. À qui ça doit bénéficier? Ça doit évidemment bénéficier aux pays où le chômage des jeunes a le plus augmenté. Et ça, c'est massivement l'Espagne, c'est massivement la Grèce, c'est des pays, c'est l'Irlande, sont des pays qui ont été les pays en crise. L'Italie un peu moins, mais l'Italie aussi. Sont des pays en crise, et donc il faut accepter que ce sont des transferts vers des pays qui vont bien, vers des pays en crise. En Allemagne, le chômage des jeunes a baissé depuis 5 ans. Et donc, inévitablement, un mécanisme de ce type, il va conduire à transférer de fait de l'Allemagne vers les pays dans lesquels le chômage des jeunes s'est aggravé. Et c'est une bonne chose. La Croatie est le 28e membre de l'Union européenne ce 1er juillet. Est-ce que tant les 27 que la Croatie ont intérêt à ce nouvel élargissement? L'attraction de l'Union européenne sur les pays voisins reste, et notamment sur l'ex-Yougoslavie. Malgré tout, ce sont des pays qui étaient en situation de guerre il n'y a pas si longtemps, et pour lesquels la perspective de rejoindre l'Union européenne a été un facteur de pacification, d'amélioration d'un certain nombre de leurs institutions internes. Donc je pense que c'est bien de garder cette perspective d'élargissement. Maintenant,
Ça se fait évidemment sans enthousiasme parce que les Européens aujourd'hui pensent plutôt qu'ils ont leurs propres problèmes à régler, qu'ils ont par ailleurs des doutes sur la vitesse de l'élargissement, puisque des élargissements passés parfois ont été trop rapides. Tant qu'un pays n'est pas entré, on a la capacité de négocier avec lui sur un certain nombre de choses. Une fois qu'il est entré, c'est plus de la négociation. Ensuite, on rentre dans ce jeu dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le jeu de la pression. Mais c'est plus de la négociation en disant, voilà, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir avant d'entrer. Et tout ce qui est la mise au niveau des institutions, le respect des règles de droit, les questions de corruption, etc., sont des choses qu'il faut autant que possible régler avant. On termine quand même par la France avec cette déclaration de José Manuel Barroso. La vérité, c'est que nous sommes préoccupés par la perte de compétitivité de la France depuis plusieurs décennies. Votre réaction ? Je pense que nous sommes tous préoccupés par la perte de compétitivité de la France. Il suffit de regarder les performances des exportations. La France perd des parts de marché par rapport à un certain nombre d'autres pays européens de manière trop rapide. Et donc, regardez l'évolution rapide en face ? Regardez l'évolution de l'Espagne, par exemple. L'Espagne, malgré toutes ses difficultés, les exportations espagnoles progressent. Nous, on perd du terrain. Et donc, il y a un sujet de compétitivité dont tout le monde est conscient en Europe. Et évidemment, dont le gouvernement français est aussi conscient. Donc, il y a des mesures qui ont été prises, mais le sujet n'est pas derrière nous. Le sujet sera derrière nous le jour où nos performances se redresseront. Merci Jean Pisani-Ferry d'avoir été notre invité. Merci à vous et à très bientôt sur nos 2 antennes. À très bientôt à tous.